Thank you, Mrs. Sakorafa, for this important opportunity. I think without a shadow of doubt. Merci. Je pense que c'est une occasion unique en Europe actuellement. Il s'agit du meilleur exemple de démocratie. Je voudrais saluer mes collègues de la Commission pour la vérité et je vais vous parler de l'état des lieux pour ce qui est du mécanisme de restructuration de la dette. Étiez expert à l'ONU sur les conséquences de la dette publique et d'autres obligations internationales de certains États. Vous vous êtes rendu en Grèce pour la première fois en 2013 afin d'évaluer l'impact du mémorandum sur les droits de l'homme et vous aviez dit dans votre rapport que les créanciers de notre pays ne devraient pas se concentrer uniquement sur les chiffres et vous aviez également recommandé au côté grec de procéder à un audit de sa dette. Je vous représente toutes mes excuses et je vous donne la parole. Thank you, Mrs. Sakorafa, for this important opportunity. I think without a shadow of doubt. Merci. Je pense que c'est une occasion unique en Europe actuellement. Il s'agit du meilleur exemple de démocratie. Je voudrais saluer mes collègues de la Commission pour la vérité et je vais vous parler de l'état des lieux pour ce qui est du mécanisme de restructuration de la dette. Alors, même les plus sceptiques d'entre nous reconnaissent que les cas où les États souverains rencontrent des difficultés pour répondre à leurs obligations en matière de dette, alors, quel est le type d'accord quand un État fait face à de tels problèmes, parce qu'il faut trouver des solutions, ce qui demande que nous nous penchions sur les conditions de remboursement, que nous envisagions les éléments de souplesse également. Alors, au-delà des obligations morales de remboursement total d'une dette, il est tout simplement impossible pour certains États de le faire dans certains cas. Et c'est là que se pose la question de la restructuration de la dette souveraine, un processus qui devrait être indépendant par rapport aux créanciers. Mais de tels processus doivent tenir compte des conséquences souvent dévastatrices de la dette. Et il y a les principes des Nations Unies en la matière qui ont été approuvés par le Conseil des droits de l'homme en 2012. J'ai eu le privilège de participer à cela lors de mon mandat. Au paragraphe 26, on dit clairement que les obligations des États de rembourser doivent être honorées, sauf en cas exceptionnels, impossibilité financière de l'emprunteur, il peut y avoir un accord. Et là, on souligne l'importance de mettre en place au niveau global un mécanisme indépendant pour la restructuration de la dette souveraine. Les principes stipulent clairement également que la mise en place d'un tel mécanisme devrait être guidée pas seulement par les droits de l'homme, mais par les principes suivants. D'abord, on doit assurer l'indépendance des débiteurs et des créditeurs. Deuxièmement, il faut évaluer la situation économique et ça doit être fait par un organisme indépendant. Et
un mécanisme doit être en place pour bien vérifier que lors de tout ce processus, les droits de l'homme sont respectés. Et quatrièmement, il faut des pouvoirs déterminer la légitimité de la dette en question, dette extérieure. Les autres points que je voulais souligner. Ces questions, ces éléments sont stipulés, ce ne sont pas de nouvelles inventions. Ils sont stipulés au niveau international et se trouvent dans les juridictions. Il s'agit de protéger non seulement les individus, mais également les États souverains dans des situations difficiles. Depuis les années 90, diverses propositions ont été faites par différentes parties, mais aucune de ces propositions n'a été mise en œuvre. Donc les attentes étaient très élevées. Et en 1994, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution, la 304, pour mettre en place une commission ad hoc pour mettre en place un cadre multilatéral en matière de restructuration de la dette. On parle là du groupe des 77. Mais ces espoirs semble avoir été un peu prématuré. Le comité ad hoc de l'Assemblée générale donc avait un défi à affronter. Tous les pays développés, y compris l'Union européenne et les États-Unis, ont refusé de participer aux sessions de la Commission. Et c'était assez décevant parce que les procédures des Nations unies sont inclusives et sont en principe transparentes, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres plateformes où les questions de dette sont discutées, en particulier le Club de Paris et le FMI. Pourquoi les négociations de ces organismes se font-elles à huis clos et les rapports de leurs réunions, les comptes rendus ne sont pas publiés? Eh bien, contrairement à cela, les travaux du comité de la Commission des Nations Unies sont tout à fait transparents. Et en raison de cela, le groupe des 77 a fait une concession pour adopter un certain nombre de principes en matière de restructuration de la dette. Ils voulaient remplacer le cadre multilatéral qui était prévu, mais ces principes ne satisfaisaient pas certains pays qui ne voulaient pas que les Nations Unies jouent un rôle clé dans ce domaine. Plus tard, l'Assemblée générale a mis sur la table une série de 9 principes qui ont été évoqués par ma collègue précédente. Je ne vais pas les répéter. Mais ce qui est préoccupant ici, c'est que le monde était divisé. 166 votes en faveur, 6 contre et 41 abstentions. Les 6 pays qui ont voté contre, et c'est public, c'était les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et Israël. Alors, le vote n'est peut-être pas tellement surprenant parce que ce schéma de vote est assez caractéristique. Là, dans ce domaine, les pays en développement souvent votent en faveur de telles mesures de renforcement, d'équité du système financier. Et d'autres pensent que les Nations Unies ne sont pas le forum approprié pour se pencher sur ces questions. Et de manière catégorique, je peux affirmer que c'est tout à fait erroné. Les Nations Unies ont la légitimité pour régler un certain nombre de choses. C'est un forum inclusif avec une légitimité globale suffisante pour s'attaquer à ces problèmes. Dans la présentation de cette résolution, les États-Unis ont dit que
cela impliquait le droit d'un État à restructurer sa dette et que ce principe allait à l'encontre du principe de restructuration de la dette, avec peut-être un risque de créer des incertitudes sur les marchés financiers. Il a été dit que les principes proposés de restructuration sont problématiques. Certaines formules pourraient donner lieu à des droits qui en fait n'existent pas. Cela souligne l'avis des États-Unis selon lequel les Nations Unies ne sont pas la bonne enceinte pour résoudre ce genre de problème. La délégation européenne a exprimé des réserves et disait que la résolution ne soutenait pas suffisamment les positions des créanciers, entre autres, et que le FMI était l'enceinte appropriée pour tenir des discussions sur ce sujet. Alors, la Grèce s'est abstenue lors de ce vote au sein des pays européens, à l'exception bien sûr du Royaume-Uni qui a voté contre. Et c'est assez surprenant parce que l'Union européenne avait avait décidé de la position qui devait être adoptée par les membres. Et il est intéressant de voir qu'il y a 6 pays européens qui sont concernés par le seuil de la dette. En septembre 2015, 3 jours avant le vote à l'Assemblée générale sur cette résolution, principe de base, l'Union européenne a publié un document qui indiquait sa position sur la résolution des Nations Unies. Il s'agissait du document 11-705/15. Et le document souligne, je cite, un vote divisé porterait atteinte aux efforts de mettre en place une position commune sur ce dossier extrêmement sensible et qui est d'une très grande importance pour l'Union européenne, même dans le contexte actuel. Il est donc important que les États membres adoptent une position commune par rapport au contexte Nations Unies et FMI, et ce document donc est la base pour une coordination interne et externe. Fin de citation. Donc la position adoptée par les différents pays se caractérise par les raisons suivantes. D'abord, on ne reconnaît pas que les Nations Unies ont 3 objectifs principaux: la protection des droits de l'homme, promotion du développement au niveau global et promotion de la paix et de la sécurité internationale. La dette souveraine ne relève pas seulement des droits de l'homme, mais aussi des questions de développement. Donc les Nations Unies sont compétentes en la matière. Deuxièmement, le FMI et le Club de Paris, enfin l'expérience dans ce domaine de ces 2 groupes, de ces 2 organismes ne sont pas très convaincantes. Et la Grèce n'en est que une des plus récentes démonstrations de l'échec. Ces 2 organismes n'ont pas l'expertise nécessaire en la matière. Dans le cas du Club de Paris, en fait, ce n'est même pas une organisation internationale. Donc, quelle légitimité a-t-il pour traiter de ce problème? Quatrièmement, la position de l'UE ne va pas avec toute notion reconnue de démocratie. Je rappelle que cette conférence a eu lieu dans le bastion de la démocratie, mais
ce qui est prescrit va à l'encontre de ce que professe l'Union européenne à d'autres pays. Et je voudrais conclure avec 2 points, 2 observations et une question. D'abord, il y a une certaine incertitude concernant l'initiative des Nations Unies en matière de restructuration de la dette au sein de l'ONU et de l'Assemblée générale. Il faudrait voir dans quelle direction nous devons aller. Il est urgent de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes et ce d'une manière transparente et loyale. Mais il faut dire que les principes doivent servir de base à cette procédure. Deuxièmement, je suis d'accord pour dire que les principes sur la restructuration de la dette, les principes de l'ONU fournissent bien une base pour une procédure loyale, équilibrée en matière de restructuration de la dette et pourraient mettre en place un mécanisme légal qui ne pourrait être appuyé que par la légitimité des Nations Unies. Je voudrais en terminer avec une question que je vous soumets. Il existe donc une position commune de l'Union européenne qui reflète les souhaits et demandes en matière de justice sociale des citoyens ordinaires en Grèce et dans d'autres pays qui continuent à souffrir des conséquences de cette dette. Merci. Merci. Merci, professeur Lomina. Alors, il y a 7 personnes